Lichtenberg, Bavière, un paisible village accroché aux collines verdoyantes, à 2 pas de la frontière tchèque, moins de 1000 habitants. Un de ces endroits où tout le monde se connaît, où rien ne semble jamais troubler le calme quotidien. Ce lundi, 7 mai 2001, le soleil brille timidement. L'école primaire de Lichtenberg libère ses élèves comme chaque début d'après-midi. Les enfants rient, courent vers leur maison, cartable sur le dos. Parmi eux, une fillette blonde aux yeux clairs, timide mais pleine de vie. Elle s'appelle Peggy Knobloch. Elle a 9 ans. Comme tous les jours, elle rentre à pied, seule, sur le chemin qu'elle connaît par cœur. Elle a juste 5 minutes de marche pour rentrer chez elle. Mais ce jour-là, Peggy ne rentrera jamais chez elle. En l'espace de quelques minutes, elle disparaît. Littéralement, sans bruit, sans témoin, sans explication. Les heures passent, puis les jours, puis les années. Et peu à peu, l'affaire devient une plaie ouverte dans la mémoire collective allemande. Disparition inexpliquée, enquête bâclée, aveu arraché à un innocent, corps retrouvé 15 ans plus tard, dans une forêt. Et malgré tout, aucune vérité, aucune justice. Juste un nom, une photo et une question que l'Allemagne n'a jamais cessé de poser. Que s'est-il passé ce jour-là ? Ceci est l'histoire glaçante de Peggy Knobloch. Et ce que vous allez entendre va vous hanter. Lichtenberg, ce n'est pas Berlin, Munich ou Cologne. C'est une bourgade posée sur les collines de Haute-Franconie. Ici, il y a une seule école, une supérette, des chemins forestiers et des rues silencieuses. La vie y est lente, ordinaire. Peggy Knobloch y vit depuis l'âge de 5 ans. Elle est discrète, plutôt réservée, parfois moquée par ses camarades. Son père a quitté le foyer, sa mère, Suzanne, élève seule ses enfants dans un petit appartement. La famille n'a pas grand-chose, mais Peggy a ses peluches, ses dessins, ses rêves d'enfant. Ce lundi, 7 mai 2001, rien ne semble anormal. Elle assiste normalement à ses cours du matin. À la pause déjeuner, elle quitte l'école, comme tous les jours. Il est 13h10, elle porte un t-shirt rose et un pantalon clair. Un seul témoin fiable affirme l'avoir vue marcher dans sa rue, à quelques centaines de mètres de chez elle. Puis, plus rien, silence. Vide. Suzanne, sa mère, commence à s'inquiéter rapidement. À 14h, elle alerte la police. La mobilisation est immédiate. En quelques heures, tout Lichtenberg est passé au peigne fin. Hélicoptères, chiens pisteurs, plongeurs, patrouilles à cheval, bénévoles. Mais aucun vêtement, aucun indice, aucune trace. Pendant des semaines, les recherches se poursuivent sans relâche. Des rumeurs circulent, des lettres anonymes apparaissent. Certaines affirment que Peggy est vivante. D'autres, qu'elle a été enlevée par un réseau pédophile. La presse s'enflamme. Les théories les plus folles se multiplient. Les chaînes de télévision consacrent des heures d'antenne à l'affaire. Des portraits de la fillette sont diffusés dans tout le pays. Mais derrière les projecteurs, l'enquête s'enlise déjà. Très vite, la presse s'empare de l'affaire. Les médias parlent de la maladie allemande. L'Allemagne entière est en alerte. L'image de Peggy inonde les journaux, les affiches, les écrans. Et pourtant, aucune piste sérieuse n'émerge. À mesure que les jours passent, l'espoir s'amenuise. Les enquêteurs explorent des dizaines de pistes, mais aucune ne tient. Pendant 2 ans, les enquêteurs explorent toutes les possibilités. Enlèvement, fugue, accident. Ils interrogent des dizaines de personnes, les voisins, les amis, la famille. Certains regards se tournent vers le voisinage, d'autres vers la famille. Des battues sont organisées, parfois jusqu'à la frontière tchèque. Mais au fil des semaines, la machine policière s'essouffle. L'absence totale de preuves devient accablante. Aucun vêtement, aucun ADN, pas même une chaussure. L'Allemagne commence à douter. S'agirait-il d'un crime parfait ou d'une enquête catastrophique ? Deux ans plus tard, en 2002, il s'intéresse à Ulvi Kulak, un jeune homme du village, âgé de 24 ans. Il souffre d'un handicap mental, il présente un retard intellectuel important. Il est connu pour traîner autour des écoles, parfois sans raison. La police le convoque, et très vite, ses déclarations intriguent. Il parle de jeux avec des enfants, d'épisodes flous, d'une relation
spéciale avec Peggy. Pendant des heures, les enquêteurs l'interrogent. Sans avocat, sans témoin, en dehors de toute procédure adaptée à son handicap. Finalement, sous pression, il finit par avouer. Il dit avoir tué Peggy, accidentellement. Il aurait tenté un rapprochement inapproprié avec la fillette. Puis, selon ses aveux, les choses auraient dégénéré. Il aurait mis fin à ses jours avant de dissimuler son corps en forêt. Il est arrêté, inculpé, aucun corps, aucune preuve physique, mais le tribunal le condamne en 2004 à 15 ans de prison. Le public est divisé. L'affaire semble résolue, mais de nombreuses voix s'élèvent. Des aveux extorqués, une erreur judiciaire. L'Allemagne croit alors avoir trouvé le coupable. L'affaire est bouclée, mais dans l'ombre, beaucoup doutent. Dès le début du procès, les incohérences s'accumulent. Les aveux d'Ulvi changent constamment. Il ne parvient pas à décrire le chemin du crime. Il ne connaît pas les détails du crime. Il se contredit sans cesse. Il ignore des détails que seul le coupable pourrait connaître. Pire encore, aucune preuve matérielle, aucun élément matériel ne le relie à Peggy. Pas de témoin, pas d'ADN, pas de corps. Rapidement, les critiques émergent. Plusieurs experts et représentants de la société civile expriment leurs réserves sur la version présentée par les autorités. Des experts psychiatres affirment qu'Ulvi est très influençable, incapable de résister à l'autorité. Il aurait simplement répété ce qu'on voulait entendre. Des ONG spécialisées en erreurs judiciaires, comme Der Weissering, s'en mêlent. Les médias allemands commencent à retourner l'opinion. Ils dénoncent des aveux incohérents, arrachés sous la contrainte. En 2013, après 11 ans de détention, la cour de Bayreuth rouvre le dossier. Et cette fois, la justice tranche. Ulvi Kulak est innocenté. Ses aveux sont invalidés, il est libéré. Mais alors, si ce n'est pas lui, qui a tué Peggy ? Trois ans plus tard, le 2 juillet 2016, dans une forêt près de Roda-Scherbrunn, à 20 km de Lichtenberg, un cueilleur de champignons tombe sur des ossements humains. La police scientifique intervient. Les analyses ADN sont formelles. Il s'agit bien de Peggy Knobloch. Son corps repose ici depuis des années. La zone n'avait jamais été fouillée. Un échec terrible pour les enquêteurs. 15 ans après sa disparition, la fillette est enfin retrouvée. Mais ce n'est plus une disparition, c'est un meurtre. Le corps est en état de décomposition avancée. Impossible de déterminer la cause exacte de la mort. Aucune blessure identifiable. Aucune trace d'ADN exploitable sur la scène. Le lieu ? Une clairière reculée, jamais explorée. Comment le corps est-il arrivé là ? Pourquoi n'a-t-il jamais été retrouvé plus tôt ? L'enquête prend alors une tournure explosive. Puis, un coup de théâtre. Un objet retrouvé près du corps porte une trace ADN. Celle d'Uwe Böhnhardt, un membre du NSU, un groupe néo-nazi responsable d'au moins 10 meurtres racistes en Allemagne entre 2000 et 2007. La stupeur est totale. Un lien entre l'extrême droite et la mort de Peggy. La possibilité d'un lien entre le terrorisme d'extrême droite et le meurtre de Peggy affole les médias. Était-elle une victime collatérale, une cible ou une erreur ? Mais quelques semaines plus tard, la police allemande publie un rapport. L'ADN aurait été transféré par erreur, lors d'analyses effectuées avec des instruments contaminés. Une simple pollution de laboratoire. La piste du NSU s'effondre, et avec elle, les derniers espoirs d'élucider l'affaire. Depuis 2016, plusieurs hommes ont été entendus. Certains ont avoué, d'autres ont menti. Un homme aurait même confié à un camarade de cellule qu'il connaissait la vérité. Il a été brièvement arrêté, puis relâché. 2 ans plus tard, un homme nommé Manuel S. devient le nouveau suspect numéro 1. Des microparticules du lieu où Peggy a été retrouvée sont découvertes dans sa voiture. Il livre des aveux contradictoires. Il aurait déplacé le corps, paniqué, puis détruit les preuves. Mais ces témoignages sont confus, imprécis. Faute de preuves directes, Manuel S. est relâché. Encore une impasse. Octobre 2020. Après près de 20 ans, 6400 pistes explorées et 250 expertises effectuées, la justice rend les armes. Le dossier Peggy Knobloch est classé sans suite. Pas de coupable, pas de justice. Juste un goût amer d'inachevé. L'Allemagne ne pardonne pas ce dénouement. Aujourd'hui, aucun suspect officiel.
Aucun procès, aucun mobile, aucun témoin direct. Le seul fait certain, c'est que Peggy Knobloch a été tuée. Une fillette pleine de vie disparue, un village traumatisé et une famille détruite. Et son meurtrier court encore. Plus de 2 décennies se sont écoulées depuis la disparition de Peggy Knobloch. 20 années d'enquête, de soupçons, d'aveux forcés, de silence et à la fin, une vérité qui se dérobe encore. La justice allemande a reconnu ses erreurs, mais elle n'a jamais su les réparer. La police a fouillé forêts et rivières, sans jamais entendre la voix de l'enfant qu'elle avait perdu. Aujourd'hui encore, le nom de son meurtrier est inconnu, le mobile est inconnu, le pourquoi reste un trou noir. Une enfant a disparu en plein jour, personne n'a rien vu, personne n'a rien su. Et pendant tout ce temps, l'oubli a tenté de faire son œuvre. Cette affaire restera gravée dans la mémoire criminelle allemande. Mais ici, sur zonecrime.de, nous refusons l'oubli. Parce que derrière chaque fait divers, il y a une vie. Derrière chaque dossier classé, il y a une famille qui attend encore des réponses. Alors si, comme nous, vous pensez que chaque détail compte, si vous croyez que les voix éteintes méritent d'être entendues, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez aucun épisode. Ensemble, nous continuerons de raconter ce que d'autres préfèrent taire.